Bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième webinaire de notre série sur les nouveautés d'Automation Studio et l'utilisation pour vos applications. Donc, je suis Erwan Deschamps, représentant commercial pour Automation Studio, et je serai accompagné aujourd'hui de toute une équipe pour vous présenter comment concevoir des machines multitechnologiques. Donc, j'aurai la chance d'avoir Denis Lenoble qui sera avec nous pour la partie hydraulique intégration. Nous aurons Lies Aitoubeli pour la partie électrotechnique, Lucas Berthaud pour la partie mécanique et José Montero pour la partie pneumatique. Donc, lors des précédents webinaires, nous avions vu comment optimiser votre travail quotidien en utilisant des catalogues manufacturiers. Donc le 19, on a vu ensuite la semaine suivante comment concevoir et simuler rapidement vos blocs forêts 3D. Ensuite, nous avons vu comment vous pouviez analyser vos modes de défaillance, leurs effets et leur criticité. La semaine dernière, nous avons pu voir donc comment simuler rapidement et efficacement vos applications. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir des machines multitechnologiques. Donc, la présentation d'aujourd'hui va se diviser en 3 parties. La première partie, ça va être sur les nouveaux comportements qui sont disponibles dans Automation Studio. Donc, à la fois la partie comportement hydraulique, ensuite la partie comportement électrique, les comportements pneumatiques et finalement les comportements mécaniques. Ensuite, nous verrons comment on peut intégrer toutes ces technologies ensemble, donc faire en sorte que toutes les équipes que vous avez puissent travailler et collaborer ensemble. Et finalement, on va vous présenter à la fin des exemples, donc que ce soit des exemples de contrôle électrique, d'entraînement électrique de circuits pneumatiques ou transmission hybride d'un véhicule. Cette présentation, comme d'habitude, va durer 1 heure et nous aurons une séance de questions-réponses de 30 minutes. Donc, comme d'habitude, pendant le webinaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez une boîte de discussion, à remplir vos questions dans cette boîte de discussion et nous ferons en sorte d'y répondre pendant la présentation. Et ensuite, on pourra compléter la réponse pendant cette partie, ces 30 dernières minutes de questions-réponses. Denis, je te laisse la parole. Alors, je vais montrer mon écran. Désolé. Bonjour à toutes et à tous. Erwan, confirmes-tu que l'écran est visible? C'est bon, on voit ton écran, c'est parti. Bien, alors, donc, dans cette présentation, moi, je m'occuperai juste des comportements hydrauliques. Donc, tous ces nouveaux comportements ont été développés en 7.0. Et c'est ça, je vais m'occuper de la partie hydraulique. Donc, on va commencer dans un premier temps. Donc, le but, c'est de faire des projets multitechnologiques, hein, comme le sont toutes les machines, à toute fin pratique. Au niveau de ce couplage de technologies, ben, évidemment, à l'heure actuelle, on est énormément dans les systèmes hybrides électro-hydrauliques. Et donc, en concernant l'hydraulique, nous avons amélioré notre motopompe qui permet, comme vous le savez, de travailler en mode pompe et moteur. Et l'objectif est éventuellement de pouvoir récupérer l'énergie lorsque ce composant, ce produit travaille en mode moteur. Et l'amélioration consiste d'une part à avoir vraiment la différenciation au niveau du modèle concernant le rendement des pompes et des moteurs, et au niveau des courbes de rendement, nous pouvons voir dans l'interface qui va s'afficher que nous avons des courbes de rendement qui sont définies à la fois pour la partie pompe du composant et pour la partie moteur. Donc ici, on voit les onglets. Donc je ne vais pas les utiliser, c'est juste pour vous montrer ce qui a évolué et qui n'existait pas par le passé dans les versions précédentes. Donc nous avons les courbes de rendement volumétrique pour le moteur, rendement total, et nous avons la même chose au niveau, la même chose dans le sens des courbes différentes pour la partie fonctionnement en mode pompe. L'intérêt évidemment, nous avons toujours le facteur de correction de viscosité qui apparaît dans la plupart de nos composants. Ça n'a pas changé. Maintenant, pour illustrer ce principe, donc c'est relativement simple. Nous avons ici 3 circuits qui vont être identiquement contrôlés par un diagramme de séquence pour avoir une séquence homogène, identique si vous voulez.
L'objectif, vous voyez les 3 circuits qui sont représentés, rouge, bleu, vert foncé, vert clair. Nous avons ici un système en boucle ouverte. Donc là, je ne m'intéresse pas vraiment à l'architecture, est-ce que c'est bien fait ou pas bien fait. L'objectif est de comparer, si vous voulez, pendant la simulation, le fait que pendant l'extension, évidemment, tous les systèmes vont dépenser une certaine puissance pour pouvoir travailler. Et excusez-moi, je pense que je n'ai pas démarré le bon système. Voilà. Donc, je vais partir la simulation. Donc, les 3 systèmes vont avoir la même extension. Donc, on voit la puissance qui est mesurée au niveau de l'arbre ici, donc la puissance consommée. Donc, je ne m'intéresse pas à l'architecture. Si vous voulez, ce qui est intéressant de voir, c'est au moment du retour, ici, je vais passer en mode ralenti. Au moment du retour, quand la diagramme de séquence va envoyer son signal, voilà, c'est fait. Je vais me mettre en mode pas à pas ou pause pour commenter ce qui se passe. Donc ici, on voit la puissance de 6,3 kW qui est dépensée dans le circuit, parce que là, c'est une pompe unidirectionnelle et on voit qu'on va laminer un petit peu l'huile au niveau de la valve. Tandis que pour les 2 circuits qui sont identiques, la seule différence entre ces 2 circuits, c'est que la motopompe utilisée n'a pas les mêmes courbes de performance. Donc, peu importe, ce n'est pas le but de les comparer, c'est juste de voir qu'au moment du retour du vérin, donc j'ai figé la simulation, hein, on voit qu'ici, il y a l'écoulement, plutôt que de retourner au réservoir, va être réutilisé dans la motopompe. Et si on regarde bien, en fait, cette puissance, c'est une puissance récupérable au niveau de l'arbre moteur. Autrement dit, le moteur électrique va tourner en sens inverse. Nous verrons avec mon collègue Lies un exemple de récupération d'énergie avec vraiment la partie électrique complète, donc couplage électro-hydraulique. Et ça, c'est un premier pas vers le couplage fort entre les différentes technologies. Et ça passait par l'amélioration de cette motopompe. Deuxième thème, concernant la multitechnologie, ce n'est pas nouveau dans le sens que le schéma bloc existait. Ce que je vais vous présenter ici, c'est la possibilité de pouvoir créer son composant personnalisé avec les nouveaux des composants adaptateurs on les appelle des adaptateurs. Et en fait, l'objectif de ces adaptateurs, en fait, c'est de pouvoir créer un composant personnalisé. Nous avons vu lors des premiers webinaires, me semble-t-il, comment utiliser les schémas blocs, en tout cas la possibilité d'utiliser les schémas blocs pour pouvoir créer un environnement externe que l'on ne peut pas simuler dans les ateliers électriques hydrauliques. Le glissement d'une roue, la traction d'une chaîne ou des choses comme ça, on peut les modéliser avec les composants blocs. Donc ça, c'est pour l'utilisation de schéma bloc pour créer un environnement externe aux ateliers de puissance que nous avons. L'autre utilisation du schéma bloc est de pouvoir créer, grâce aux adaptateurs, des composants personnalisés. Alors, on a des adaptateurs dans toutes les technologies. Autrement dit, ça veut dire que grâce à ces adaptateurs, peut-être préciser qu'est-ce qu'un adaptateur. Si je prends un composant je dirais que les adaptateurs sont au schéma bloc, ce que les connecteurs sont à un composant. Par exemple, ici, j'ai un composant, j'ai 3 connecteurs. J'ai un connecteur mécanique à ma gauche, ici, l'arbre, et j'ai 2 connecteurs hydrauliques. Bien, et ces 2 connecteurs hydrauliques, enfin ces 3 connecteurs, vont pouvoir être représentés avec les adaptateurs dans le schéma bloc. Je vais peut-être illustrer un peu ça avec cet exemple. Ici, nous avons un petit circuit qui va utiliser un moteur générique. Ce moteur, c'est un moteur thermique qui vient de notre bibliothèque, qui a sa modélisation, qui est codé. La seule chose que vous pouvez faire avec, c'est de modifier ses paramètres, ses courbes de performance, etc. Tandis qu'à ma droite, j'ai un composant personnalisé. Il a le même symbole. Hein, le composant personnalisé nous permet de créer le symbole, de l'animation du symbole et le modèle mathématique en arrière. Le modèle mathématique peut être une combinaison
d'un circuit hydraulique, par exemple, un circuit équivalent. Et si on ne trouve pas l'équivalence dans la bibliothèque générique, à ce moment-là, on peut aller chercher, réaliser son comportement en schéma bloc. Alors, ici, je vais utiliser une fonction qui est en version tout à fait alpha, qui n'est pas disponible à l'utilisateur. Ça va s'en venir dans une prochaine version majeure. Mais ce composant personnalisé ici, on va pouvoir voir ici son comportement réel. Donc ça, c'est la source de mon moteur. Et ici, vous voyez un adaptateur. Si on retourne ici, vous voyez les adaptateurs ont cette forme ici. Et ils sont plus ou moins, contiennent plus ou moins d'entrées-sorties, tout simplement parce qu'il y en a qui vont vouloir faire un modèle, par exemple, de valve qui ne gère que la pression et le débit, mais d'autres vont vouloir aussi faire un modèle de valve qui va pouvoir aussi gérer les échanges thermiques. Autrement dit, il va falloir gérer la température, la pression et le débit, plus la viscosité, etc. Idem en électrotechnique. C'est pour ça qu'il y a des adaptateurs plus ou moins complexes. Évidemment, quand vous allez dans l'aide du logiciel, si vous visitez le guide, je ne vais pas le faire ici, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Si vous allez dans le guide des schémas blocs, vous chercherez adaptateur et vous pourrez trouver l'explication de tous ces adaptateurs. Et dans mon exemple ici, l'objectif n'est pas de comparer ces deux modèles, c'est juste de vous dire que quand je pars ma simulation, cette courbe représente, on va dire, l'enveloppe de puissance de notre moteur hard-codé. Eh bien, ce qui se passe, c'est que dans notre modèle, on réalise que, donc il va y avoir deux courbes. Il va y avoir la courbe bleue pour le composant personnalisé et la courbe rouge pour le composant codé en dur qui provient de la bibliothèque générique. Et donc ici, le principe, c'est que on a réalisé, si vous voulez, que le calage du moteur codé prend légèrement trop de temps. Donc je vais faire caler le moteur et vous allez voir que la courbe bleue va très rapidement caler, tandis que la courbe rouge cale très lentement. Bon, mais ça c'est parce que c'est le modèle qu'on a fait jusqu'à présent. On nous avait demandé d'avoir un moteur qui peut caler. On ne nous avait pas précisé non plus le temps de calage. Et donc, effectivement, il s'est avéré que pour certains, ce n'était pas tout à fait réaliste, ou en tout cas, ça manquait un petit peu de réalisme. D'où l'idée de créer ce modèle par soi-même en utilisant les adaptateurs. Donc, pourquoi je le mentionne ici? Parce que ce n'est pas exclusivement utilisable dans l'atelier hydraulique, ben c'est parce qu'on est dans le thème de la co-simulation interne dans Automation Studio et ces adaptateurs permettent de créer des composants multitechnologies. On n'est pas obligé de créer des composants purement comment dire, hydrauliques. Ce que je veux dire, ma pompe que je vous ai montré tout à l'heure avait un connecteur mécanique tandis qu'elle avait aussi deux connecteurs hydrauliques. Donc, on peut mélanger des types de connecteurs et créer des composants multitechnologiques aussi. Donc, ça correspond à je dirais, le deuxième développement concernant les nouveautés, si vous voulez, pour pouvoir faire de la co-simulation. Au niveau hydraulique, dernier composant qui a été ajouté en 7.0 et qui a été demandé, c'est au niveau des valves en cartouche. Alors, les valves en cartouche industrielles, ça ne concerne pas tout le monde, mais bon, il faut savoir que c'est très largement utilisé par nos clients industriels. Donc, dans les valves en cartouche, nous avons rajouté une valve en cartouche avec surface multiple. Donc, je n'ai pas fait de fichier de démonstration. Hein, c'est le même principe que toutes les autres valves. Elles ont ce comportement. Va s'en venir une nouvelle valve en cartouche, normalement ouverte en version dans le prochain service release. Ça a été demandé par des clients. Donc, voici les ajouts qui ont été faits concernant la partie hydraulique plus spécifiquement. On passe en détail, bien sûr, les améliorations de certains composants déjà existants. Là, je ne mentionne que les nouveautés. Donc, voici pour la partie hydraulique et je vais passer la main à mon collègue Lies. C'est à toi, Lies. Oui, un instant, je partage mon écran. En attendant, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Il n'y a pas de problème, on est là pour y répondre. Est-ce que, attendez, est-ce que tu peux me faire présentateur?
Alors, Ok, ça marche. Est-ce que vous voyez mon écran? oui, c'est bon. Ok. Bonjour tout le monde. Merci Denis, merci Erwan. Alors, concernant la version 7 en électrotechnique, on a plusieurs nouveautés. Je vais commencer par ce qui est purement développé pour la version 7. Je vais commencer par les semi-conducteurs. Alors, on a ajouté une liste de semi-conducteurs dans les librairies électrotechniques qu'on peut retrouver donc dans les composants actifs, passifs, sous transistor et thyristor. Alors, dans les transistors, on va avoir les BJT, les MOSFET en mode d'appauvrissement et enrichissement, N et P channel. Au niveau des thyristors, on a, comme vous pouvez voir ici, utilisé un circuit équivalent interne pour pouvoir commuter l'interrupteur ouvert-fermé. Alors, c'est des semi-conducteurs qui vont nous servir notamment au contrôle des moteurs, donc c'est pour ça que j'en parle ici. On a deux modes de contrôle de la gâchette, logique et par circuit électrique. Alors, je vais vous montrer quelques exemples là je ne sais pas si tout le monde est du domaine électrique, mais en grosso modo, on peut soit par un signal booléen contrôler l'interrupteur, donc on peut voir les semi-conducteurs comme des interrupteurs rapides, et ou par circuit électrique. Alors, rapidement, là, je vais lancer la simulation. Donc ici, j'ai mon signal sinusoïdal à 50 Hz. Je vais observer mon signal sur la charge et je peux contrôler donc je vais juste zoomer un peu ici. Voilà, on peut voir ici, là, je vais juste arrêter l'image, on peut voir ici l'amorçage du semi-conducteur. Et si je change d'angle d'amorçage, voilà, je passe un peu plus loin. Donc ça sert à ça explicitement. Alors, la différentes possibilités, différentes configurations sont possibles, bien entendu. Ici, double alternance. Je vais juste zoomer. Voilà, donc en double alternance ou en demi-pont. Donc ça, c'était une demande qui était qui venait principalement du monde éducationnel, mais qui peut avoir des applications concrètes dans le domaine plus professionnel, on va dire. Alors, second exemple ici, alors, comme je vous disais, on peut avoir un contrôle électrique également. Alors, ça va nous permettre, alors si je regarde ici, alors si je ferme, alors même exemple, donc j'ai ma source, je vais connecter mon circuit électriquement au circuit de gâchette et par je vais juste zoomer ça ici un instant. Et par une variation donc, de la résistance du circuit, je peux contrôler, comme vous pouvez le voir ici, le gadget. Donc ça, c'est des circuits qui sont réalistes, là, qui peuvent être en laboratoire. Je ne sais pas si parmi vous, il y a du monde de l'éducation, mais ce sont des circuits typiques où on utilise des thyristors. Autre exemple, alors démarrage moteur, on va avoir un interrupteur d'ouverture et un interrupteur d'enclenchement, donc c'est un push button, un retour automatique, et on peut fermer le circuit ici. Donc c'est des éléments qui sont typiques. Alors j'en profite ici pour glisser un mot sur le moteur, comme vous pouvez le voir ici. Les nouveaux moteurs électrotechniques ont désormais des ports mécaniques, donc identifiés par des carrés. Et on en parlera un peu plus tard de l'interconnexion des librairies. Alors vous avez sans doute remarqué qu'en pneumatique et en hydraulique, il y a aussi des connecteurs carrés qui en fait sont des connecteurs mécaniques. Donc c'est par une liaison mécanique qu'on on peut interconnecter nos moteurs électriques aux pompes et compresseurs hydrauliques. Donc je continue aussi là avec les moteurs et cette fois-ci les transistors. Donc pareil ici là en mode de commutation, on va avoir les MOSFET ici un JFET pardon en mode en appauvrissement, donc il est commuté d'emblée, et si je contrôle sa tension, si j'atteins la tension seuil du semi-conducteur, l'interrupteur devient fermé. Donc, on peut, comme je vous disais, donc créer des circuits plutôt que d'avoir des circuits qui sont plus électrotechniques. Là, on met un pied dans le domaine de l'électronique avec ces nouveaux composants.
Voilà, bon, d'autres cas d'école rapidement. Donc ici on a différentes. Alors c'est pour la polarisation des semi-conducteurs et en mode d'amplification. Donc c'est quelque chose qu'on a rendu possible dans la version 7. Exemple ici, donc c'est des valeurs théoriques calculées. On peut voir ici, bon, forcément c'est de l'électronique, donc on est des courants de l'ordre du milliampère. Donc on peut voir ici que la valeur calculée qui est de 13 milliampères, de 1,3 milliampères est retrouvée ici. Je peux interagir avec le circuit, augmenter son gain, caractéristique du BJT. Et je peux ici voir doubler la valeur du courant. Alors ici aussi on a différents modèles, un modèle mathématique qui est plus précis, un modèle simplifié qui sert uniquement à l'amplification. Donc ça va être ici, donc mode simplifié, modèle mathématique. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, forcément c'est un domaine particulier. C'était les nouveautés, c'est partie des nouveautés de la version 7. Alors une autre nouveauté de la version 7, c'est aussi qui peut-être pas tout à fait dans le sujet d'aujourd'hui, mais qui mérite d'être mentionné, ça va être le bornier. Je sais pas trop ce qui se passe ici. Alors, au niveau des borniers, on va avoir, au niveau des configurateurs. Donc, on a commencé à retravailler les configurateurs. Le premier de la liste est le configurateur de bornier. Alors, comme vous pouvez le voir ici, ceux qui ont l'habitude de travailler avec électrotechnique voient tout de suite que l'interface n'est plus la même. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a facilité la création des borniers. On n'a plus besoin d'aller borne par borne identifier difficilement la configuration en allant à travers différentes listes. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que on crée un bornier. L'interface est beaucoup plus moderne. On peut basculer en mode multi-sélection et choisir le nombre de bornes. Alors, je vais faire un exemple rapidement. Donc, on a différentes configurations ici. Là, vous pouvez voir avec avec des filtres qui nous permettent de rapidement trouver notre borne. Alors, on va choisir, par exemple, je donne des choses abstraites là. OK. Et là, automatiquement, je viens de créer mon bornier. Pareil, donc on a des informations catalogue. On peut en ajouter autant qu'on veut. On peut identifier, par exemple, si on a des bornes particulières qui ont un numéro de série particulier. Alors, c'est quelque chose qui va servir essentiellement à la documentation du projet. Alors, petit exemple, donc je vais pas sauvegarder ça là, mais donc voici un exemple donc de ce qu'on peut obtenir. Ici, on voit qu'on a ajouté des canaux de cavalier qui sont maintenant représentés. Alors, c'était un besoin du marché, mais aussi parce que les manufacturiers ont tendance à représenter la borne de cette manière. Voilà, donc une comparaison entre ici les nouveaux borniers et leur équivalent simplifié. Donc on a maintenu la représentation simplifiée ici. On peut voir ici le symbole extrait des borniers. Une autre chose, une évolution qui est intéressante aussi, c'est qu'on a rendu possible, on a un type de borne qui possède des sensors, donc des indicateurs et actuateurs. Donc ça permet de simplifier le câblage du circuit qui fonctionne en simulation. Donc ça, c'est une nouveauté aussi en version 7. Si je baisse jusqu'à un certain niveau de tension, mon indicateur lumineux s'éteint. Alors c'est désormais une possibilité. Alors ça correspond aussi à une évolution du marché des bornes. Et dernier exemple, les bornes de distribution de puissance sont désormais possibles en version 7. Alors ça complète la partie nouveauté purement 7. Je réembarque sur des éléments qui vont être peut-être plus utiles au niveau de l'interconnexion des technologies, puisqu'on parle de simulation. C'est qu'on a retravaillé le modèle des batteries. Alors initialement, les batteries on a conservé le modèle, donc ce qu'on a identifié comme étant le modèle simplifié, qui consiste en une source qui va dépendre de l'état de charge de la batterie et d'une résistance interne. Alors la nouveauté en 7, c'est que désormais l'évolution de la tension en fonction d'état de charge ne dépend plus que d'une seule courbe.
Donc, précédemment, on naviguait uniquement sur une courbe. Là, on a défini une deuxième courbe qui est légèrement plus faible, qui est en décharge et qui correspond à un phénomène électrochimique qu'on appelle le phénomène d'hystrésis dans les batteries. Alors, il suffit donc d'identifier sa caractéristique en charge et en décharge, et le logiciel va s'adapter en fonction du mode d'opération où on est. Donc ça, c'est une première, on va dire, amélioration. Seconde amélioration, c'est qu'on a pris en considération l'effet du vieillissement. Donc, alors, on sait dans les batteries, dépendamment du nombre de cycles d'opération, on va avoir une dégradation de la capacité de la batterie. Alors, comme je vous dis, on a conservé le modèle initial, donc tous ceux qui ont l'habitude de travailler avec la batterie le savent probablement. C'est que le modèle se base donc sur l'état de charge. Donc, on calcule la charge qui évolue en simulation, et à partir de là, on détermine à quel état de charge on est pour déterminer la tension de sortie de la batterie, à laquelle on soustrait forcément une chute de tension interne qu'on applique au circuit. Alors, là où l'effet du vieillissement apparaît, c'est au niveau de la capacité de la batterie. Donc, il y a une dégradation qui est représentée ici par une courbe descendante. Donc, exemple ici, si à 4000 cycles, si j'opère 4000 cycles, je vais me retrouver à 60% de la capacité initiale. Donc, j'ai une dégradation de la batterie. La batterie va se décharger et se recharger plus vite. Alors, on a laissé ça en variable externe pour laisser à l'utilisateur l'option de décider de sa logique de calcul du cycle. Alors, comme vous savez, parfois on va utiliser l'état de charge, parfois on va utiliser le niveau de tension. Alors, habituellement, on va dire entre 20 et 80% de l'état de charge. Si on va de 20 à 80%, on vient de faire un cycle. Donc ça, comme le présentait Denis, ça peut être calculé en bloc et ou simplement avec une glissière, comme je l'ai fait ici, décider que bon voilà, on est voir l'évolution du système à tel cycle. Alors petit exemple ici, donc je vais lancer ma simulation. Alors par défaut, ma batterie est en train de décharger dans une résistance. Je vais la recharger. Donc ici, on voit le courant remonter. Alors en rouge ici, ça va être le courant, et en marron, ça va être ici. En fait, j'ai pas les bonnes couleurs, mais, mais bon, le courant est en train de, enfin la batterie est en train de recharger car elle est maintenant connectée à une source de tension qui est plus élevée. Alors si j'augmente sur mon deuxième circuit ici l'effet du vieillissement, donc on va voir tout de suite un effet sur la capacité de la batterie, sur l'état de charge. Et si je zoome au niveau des courants, je vois que le courant vieilli, on va dire, évolue moins vite. Donc je vais relancer la simulation en mode de décharge. Et là, on peut voir effectivement que une batterie se décharge plus vite que l'autre. Ça, c'est typiquement l'effet du vieillissement qui est pris en compte ici. Alors, ça complète les. Ah non, pardon. Il reste une autre évolution de la batterie, c'est le modèle avancé. Alors, dans le modèle avancé, on a simplement ajouté des cellules résistives capacitives qui permettent de simuler l'effet transitoire de la batterie. Donc, si on s'intéresse au phénomène transitoire lié à la batterie, donc si on veut vraiment étudier le détail du comportement de la batterie, ce modèle-là va être utilisé. Donc, et la logique est la même que précédemment. Donc, il conserve les mêmes propriétés. Dernière évolution, c'est qu'on a une série de paramètres comment dire, la batterie a des paramètres présélectionnables, on va dire, ou sélectionnables pour différentes chimies. Alors, c'est des valeurs qui ont été prises en étudiant différents catalogues du domaine automobile. Donc, si on veut comparer, par exemple, une batterie LFP avec une LMO, on peut simplement sélectionner typique, on va dire, des valeurs typiques. On peut simplement sélectionner l'ensemble de paramètres qui correspondent à ça. Au niveau des caractéristiques, on peut retrouver les différentes caractéristiques en naviguant dans les spécifications techniques.
Bon, donc voilà, donc ça complète la partie batterie. Une autre évolution liée à la version 7, je vais simplement ouvrir ce projet. Je vais aller au niveau des catalogues. Alors, au niveau des catalogues, vous allez avoir dans le catalogue électrotechnique, donc version 2, Automation Studio, une liste de nouveaux composants qui n'appartiennent pas à la librairie, mais qui peuvent vous être utiles, notamment les variateurs de vitesse. Alors, au niveau des variateurs de vitesse, comme c'est un catalogue, on a différents manufacturiers avec différents modèles de variateurs. Donc Schneider, Siemens, Yaskawa, je vais tous les nommer pour pas pour pas faire de pub, là, Wake, Parker, etc. Forcément, comme d'habitude, là, si vous avez l'habitude des catalogues, on peut configurer ou préconfigurer certains de ces composants-là. Je n'ai pas parlé du catalogue parce que c'est pas le sujet. Oui, j'ai cliqué, il faut attendre. Mais en gros, c'est que tous ces composants-là, donc voilà, vous pouvez voir qu'on peut sélectionner la puissance, etc. Mais je n'ai pas tardé sur ça. En gros, ce que vous allez avoir, là, si je clique sur un de ces composants, c'est qu'on va retrouver les mêmes caractéristiques pour tous les composants. Ce qui va différencier un manufacturier d'un autre ou d'un modèle d'un autre, c'est quelles sont les options disponibles. Donc, les nouveautés du VFD, ça va être principalement le contrôleur PID intégré, la possibilité d'avoir une compensation de glissement pour les machines asynchrones, une fonction rampe, etc. Alors au niveau des entrées-sorties, tout est configurable, donc ce qui correspond à une nouveauté du marché également. Donc on peut sélectionner la fonction de chaque entrée. Idem pour les sorties. Et au niveau de la configuration, on peut sélectionner la manière d'interagir avec le convertisseur. Alors par défaut, on a ajouté un synoptique qui nous permet, alors, je vais vous montrer en simulation, de rapidement tester notre VFD. Donc imaginons, je branche ma puissance, je branche mon moteur. Alors je vais sélectionner une fréquence, ici par exemple 25 Hz, et je vais lancer la simulation. On a 750 tours minute, c'est une machine à 4 pôles. Si je fais 50 Hz, je double la vitesse. Je peux changer de rotation en un clic. Et ça nous permet, par exemple, si vous avez un système hydraulique derrière, de rapidement faire votre configuration et d'observer rapidement les effets c'est-à-dire de variation de vitesse et de changement de sens de rotation, par exemple. Je peux aussi fermer l'interrupteur ici. Bon, je peux toujours interagir avec le moteur pour ajouter une charge externe. Alors, je vais prendre quelques secondes là pour ouvrir des nouveaux projets pour vous montrer des exemples avec VFD et système mécanique. Alors, VFD ici. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Moi, je me posais une question. Là, tu me montres des VFD. Est-ce que si, par exemple, un des VFD n'est pas disponible dans la liste qu'on a déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut demander, est-ce qu'on peut vous demander pour le rajouter ou pour le développer? Alors, comme tous les catalogues, là, je pense qu'il y a effectivement la possibilité de faire on demand. Si vous avez accès au catalogue, il y a des possibilités qu'on le fasse en interne et qu'on enrichisse ainsi la librairie catalogue, c'est le catalogue VFD. Oui, il y aurait pas de souci. La méthode est maintenant assez robuste là, de manière de créer ces composants-là. Donc on peut le Et faire. dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a besoin comme élément à envoyer? Principalement le numéro de série, ou c'est là, donc le manufacturier et quel modèle vous voulez. Après ça, on va analyser donc le catalogue, enfin le datasheet en question. Alors ensuite, si vous voulez avoir des fonctions précises, il faudra nous le préciser. Mais par défaut, on va fournir ce qu'on a fourni à tous comme vous l'avez vu là, nos VFD, c'est-à-dire des fonctions PID, des fonctions de contrôle de vitesse directe, des rampes d'accélération, de décélération. Donc vous aurez accès à ça. Maintenant, si vous voulez des choses plus spécifiques, faudra spécifier dans la demande, tout simplement. Ok, merci.
Donc ici, on a un exemple de contrôle par circuit externe. Alors ce qu'on veut réaliser ici, c'est extraire le cylindre à une certaine vitesse et le retourner à une autre vitesse. Je vais simplement lancer la simulation, tout a déjà été paramétré. Mais en gros, on a utilisé ici la fonction de vitesse prédéfinie en fonction des entrées digitales. Donc je vais ici fermer mon disjoncteur, lancer ici le moteur et finalement lancer l'opération du cylindre. Alors comme on peut le voir ici, on est à 20 Hz, le moteur ici est à peu près 600 tours minute, donc 598. On peut voir l'évolution ici alors, du déplacement du cylindre. On voit ici le courant d'accélération du moteur, la vitesse du moteur, le couple de démarrage du moteur et son couple constant. Alors, arrivé en bout de course, le moteur, je vais juste baisser ça pour qu'on puisse voir quand on vient de passer à 50 Hz. Alors là, on va avoir un changement radical de vitesse. Donc, on voit le couple réagit. Donc, ici, notre moteur est connecté à la pompe. Donc, le mécanisme mécanique, enfin, la mécanique a envoyé un couple ici que le moteur a lu et ça, c'est le couple électromagnétique du moteur qui répond. Donc à plus grande vitesse, donc forcément le déplacement est plus rapide. On peut voir aussi au niveau des fréquences à 50 Hz et à 20 Hz, on voit clairement que le signal sinusoïdal du courant est plus fort et on voit aussi ici un courant d'accélération inverse qui est plus fort. Donc on peut déjà établir que si on opère à plus basse fréquence, donc on peut aussi imaginer des courbes d'accélération et de décélération pour réduire ces pics de courant et ainsi mettre moins de stress sur le moteur, sur les appareils de protection et même sur la facture électrique, puisque c'est souvent à ce niveau-là qu'on a de plus grande consommation de puissance. Donc ça, c'est un premier exemple. Je vais finir avec un dernier exemple pour le contrôle PID et je vais passer là-bas. Donc, un peu de patience. Ok, merci, merci Lies. Donc on attend ton dernier, Euh, exemple. oui. Donc voilà, c'est un exemple de contrôle de débit. Alors ce qu'on a fait ici, c'est qu'on avait utilisé la fonction PID et le PID est appliqué à une référence de débit sur un circuit hydraulique. Donc on a un point de mesure sur le circuit hydraulique, on a une fonction transducteur qui va traduire le débit en une valeur de tension. Cette tension-là va alimenter l'entrée analogique du VFD, qui va être à ce moment-là utilisé comme entrée pour, le, pour le PID. Et c'est-à-dire ça va être le retour, donc, ou en anglais le feedback, pour le calcul de la vitesse qui va permettre de contrôler donc c'est ce débit-là qu'on veut contrôler en en contrôlant la vitesse de cette pompe-là. Donc je lance la simulation. Alors comme je vous disais, donc ce flow est donc traduit en une tension, par une règle de 3, et j'alimente donc avec une source de tension qui correspond à ce calcul à l'entrée analogique. Donc je vais enclencher le système. Donc ici par défaut j'ai 55 litres par minute. Si je veux le changer, donc je vais mettre ici par exemple 35. Je descends ici à 35. Donc la fonction PID, c'est la fonction PID en fait qui décide de la vitesse du moteur. Alors rapidement, si je mets une charge mécanique sur la roue, on voit qu'il y a une perturbation. Donc je vais recommencer l'exercice. Alors si j'augmente soudainement la charge, donc j'ai une chute de débit avant que le débit le reconverge vers la valeur demandée. Et si je réduis, donc là j'ai une augmentation soudaine qui correspond en fait à une chute de la contrainte appliquée au moteur. Donc rapidement, là j'ai essayé de vous donner rapidement toutes les principales fonctionnalités des VFD. L'utilité, enfin l'objectif qu'on avait, c'était de simplifier la réalisation de ce type de circuit avec VFD. Donc on a différentes options. Je peux résumer, un contrôle direct à travers le signe optique,
un contrôle à travers les entrées digitales ou numériques et l'utilisation d'entrées analogiques, soit pour le contrôle direct, donc exemple potentiomètre, soit pour les retours d'un PID. L'idée, c'est comme je vous disais, de simplifier l'utilisation de ces contrôles-là pour les moteurs électriques qui, eux, au final, vont être connectés à le système mécanique. Donc voilà pour cette première partie. Je vous parlerai tout à l'heure d'autres exemples d'intégration électromécanique, ou fluide électrique. Voilà. Donc je pense que je dois laisser la parole à Luca. Non, ça va être José. José. Donc, Ok. merci Lies. José, c'est à toi. Alors, par contre, José, je ne sais pas si tu parles parce qu'on ne t'entend pas. Oh, excusez, bonjour. Je me disais Ouais. bien que tu devais être en train de parler, mais on ne t'entendait pas. Bon, des choses qui arrivent en direct. Bonjour tout le monde. Merci, Lies, Erwan, pour la présentation avant moi. Très intéressant. Donc, du côté des mathématiques, il y a des améliorations, bien sûr, qui sont des nouveautés, soit des paramètres ou des options de simulation, des options sous le capot, si vous voulez, et aussi des nouveautés concernant des modèles dans la bibliothèque composante. Donc, pour le premier type, on a rajouté, ça vient de la version 7.0, c'est la gestion des nouvelles unités pour le débit pneumatique. Notamment, on a ajouté les débits normalisés. Avant la 7.0, les seules unités disponibles dans le débit pneumatique, c'est l'unité standard pour l'unité de mesure. C'est un paramètre, ça a l'air simple, mais c'est un paramètre très important pour pouvoir, qui affecte, disons, tout ce qui est les données rapportées par les différents manufacturiers. Donc, pour les manufacturiers de pièces pneumatiques, souvent la performance d'un composant est spécifiée soit en unité standardisée ou en unité normalisée. Donc, maintenant, à partir de la session, on va pouvoir le gérer correctement. Donc, il y a plus cette contrainte-là. Ça, c'est plutôt une option au niveau des options de simulation. Il y aura une chambre dédiée pour pouvoir spécifier l'information concernant la température de référence pour ces conditions-là. Donc, au niveau des nouveaux comportements ou des évolutions des comportements qui sont disponibles dans la nouvelle version qui s'en vient, c'est une évolution par rapport aux compresseurs, les composants compresseurs. Donc, avant la version 7, donc jusqu'à la 6.4, notre modèle compresseur était un modèle un peu simplifié pour répondre aux différents besoins. Mais il y a une évolution très intéressante au niveau de ces composants-là pour pouvoir justement tenir compte ou modéliser correctement la caractéristique des consommations de puissance d'un compresseur. Donc, à cet égard-là, si on voit ce qu'il y a dedans, on a ajouté 3 modèles des compressions. Donc, on a le modèle isotherme, que c'est un modèle, aucun compresseur dans la vraie vie opère dans ces modèles d'évolution de gaz. C'est un modèle purement théorique, mais c'est un modèle intéressant parce que c'est lui qui permet de déterminer la puissance minimale requise pour comprimer un gaz à très haut niveau de pression. Donc, ça peut servir pour dimensionner un système, si on a la tâche de concevoir un nouveau système, par exemple. Ça, c'est intéressant pour voir le minimum de puissance requise. Et d'autres modèles, comme des modèles isentropiques, c'est beaucoup plus adapté aux comportements qu'on voit, surtout sur les vrais appareils. C'est un modèle, les mathématiques en arrière, c'est un peu plus avancé pour pouvoir gérer correctement l'évolution des gaz. Et finalement, un modèle à courbe qui permet de spécifier
les comportements, on va attendre que ça réagisse là, les comportements le rendement volumique, le rendement total, par exemple, de compression, et aussi des cours pour pouvoir spécifier tenir compte de l'effet de le refroidissement lors de la compression. Peut-être c'est un cas spécial, mais quand on regarde des applications en pneumatique mobile, camionnage, autobus, etc., ben, c'est une solution qui est pas mal répandue. Donc, avoir un compresseur qui se refroidit en même temps. Du point de vue des simulations, c'est assez complexe, mais cette interface permet justement de gérer cette situation. Donc, en simulation, qu'est-ce qu'on voit? Une comparaison des deux modèles. On voit en rouge ici, c'est l'ancien modèle, donc avant la 7.0, et maintenant dans la nouvelle version. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que, comme je dis tantôt, le modèle qui était avant, c'est un modèle un peu plus simplifié. Et ça permettait, le but de ce modèle, c'était de pouvoir représenter le débit de gaz fourni par les compresseurs, mais la puissance était un peu idéalisée, donc surestimée. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'avec le nouveau modèle, ben, on peut avoir les deux. On peut avoir les débits et la puissance consommée. Donc, il est très, très important, surtout quand on parle dans le thème de webinaire aujourd'hui, c'est l'intégration de différents systèmes. Donc, c'est un paramètre clé. Hein, si on veut concevoir un système beaucoup plus généraliste, ben, il faut avoir des mesures comme cela. Donc, au niveau aussi des nouveaux modèles qui ont été soit rajoutés ou soit évolués pour la nouvelle version, c'était les actionneurs. Donc, on a eu des évolutions par rapport aux actionneurs. Notamment, on a rajouté un modèle des actionneurs à diaphragme. Donc, c'est un actionneur qui est vraiment non linéaire. Donc, c'est aussi, encore une fois, pour répondre aux besoins de nos clients dans les marchés mobiles. Hein. C'est un verre à diaphragme qui permet, l'intérêt de ce composant, c'est que les courbes, ici, dans la spécification technique, c'est que les comportements de ce modèle, vu qu'on a un diaphragme et non pas un corps rigide qui fait l'interaction entre les gaz et la partie mécanique, donc c'est un composant qui peut se déformer. Donc, la performance de ce type de composant est souvent spécifiée à le style de courbe comme cela. Donc, on a des courbes qui permettent de définir la force totale que le composant peut absorber et aussi le volume. Donc, on a créé ce nouveau modèle justement pour pouvoir les utiliser. Aussi, il y a eu des évolutions par rapport au niveau des composants, les cousins gonflables, qu'on a aussi la possibilité d'utiliser ce même modèle, donc par courbe, et on retrouve les mêmes paramètres, bien sûr. Hein, mais l'évolution intéressante aussi pour ces deux types d'applications, c'est que ces verrins-là sont compatibles avec les gestionnaires de mécanismes. Donc, si on veut, si l'intérêt c'est de concevoir ou de simuler mettons un système de suspension pneumatique, c'est une solution typique qu'on retrouve dans l'industrie de transport. Mettons, dans cet exemple que j'ai devant moi, on a un camion très typique, mais on peut avoir d'autres types de machines aussi, des machines agricoles par exemple. Donc, on a de la charge et cette charge est suspendue ou est maintenue en place par des coussins gonflables comme cela. Donc, les caractéristiques de ce système vont varier selon l'application. Mettons, c'est pas le même type pour un autobus que pour un camion, mais le principe, c'est le même. C'est des ressorts à l'air qu'on retrouve. Donc, on a ici le système pneumatique qui contrôle les vérins. Donc, et la charge, le poids de la machine, de la charge, etc.
ça repose sur les cousins. Donc, et on a aussi un petit système pneumatique ici c'est une simplification, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça dans la vraie vie. Hein. Mais on a des valves justement pour pouvoir limiter la hauteur de la charge-là. Donc, un exemple qu'on voit ici, mettons, avec le gestionnaire de mécanismes, c'est qu'on peut relier les caractéristiques du système mécanique, soit le poids, la vraie distance entre le poids d'ancrage. Par exemple, ici, pour un camion typique, on parle des 40 pieds. Désolé, hein, tout ça, c'est normalisé en impérial. C'est 20 et quelque chose mètres. Donc, c'est assez long, typiquement. Et le poids, c'est important aussi. On parle de 15 000 livres, par exemple. Donc, en simulation, ce que ces nouveaux composants vont permettre de faire, c'est qu'on va pouvoir lier, comme je dis, les charges provenant du système mécanique aux composants pneumatiques, hein, et faire en sorte qu'on va pouvoir, oups, je déplace mes trucs. Donc, on va pouvoir avoir une idée plus concrète des pressions concernées dans le système. Ben, ici, j'ai juste une petite animation pour montrer qu'est-ce qui se passe. Ça n'apporte rien à la simulation, ça permet juste de visualiser ce qui se passe. Donc, ici, dans cet exemple, c'est assez typique. Mettons un camion qui arrive sur un quai de chargement. Ben, on doit soulever on doit soulever le châssis du camion pour pouvoir rentrer dedans. Donc, ce que ça ferait l'opérateur, c'est d'activer une valve pour pouvoir gonfler les vérandes de plus, puis monter la charge, ce qu'on voit ici. Donc, c'est une évolution assez intéressante au niveau de ces composants-là. Donc, en gros, ces composants permettent aussi de simuler des systèmes de freinage, comme je disais tantôt. Donc, un exemple typique, c'est, ici, on exclut la partie suspension, mais on a la partie freinage, côté les volets freinage pour l'application de ces composants. Donc, c'est la même idée. Donc, c'est de pouvoir modéliser plus fidèlement les comportements de ce système pour faire notre dimensionnement plus fin. Voilà ce qui est de nouveau pour la partie pneumatique. Je pense que c'est le tour à mon collègue Luca. Merci, merci José. On va donc laisser la place à Luca. Donc, on va un petit peu déborder peut-être sur la partie questions. Comme vous savez, hein, quand on fait intervenir plein de personnes et comme dans la vraie vie, dans les projets, des fois, ça crée un petit peu de retard. Donc, on va laisser maintenant Luca nous parler de la partie mécanique. Après, on passera sur la partie intégration et finalement des exemples. Mais voilà, juste pour vous dire qu'on va prendre un petit peu sur la partie questions-réponses pour quand même terminer à l'heure prévue. Luca, c'est à toi. Merci Erwan. Donc, bonjour tout le monde. Le dernier point de développement, ça concerne ce qui est la chaîne de transmission mécanique, donc qui pourra s'intégrer après avec de l'hydraulique, de l'électrique ou de la pneumatique. On a 4 nouveautés. 3 sont des composants qu'on retrouve dans la partie de la bibliothèque de la transmission. Donc, on a un nouveau convertisseur de couple, un train planétaire et un différentiel. On commence par regarder le convertisseur couple. Donc, dans le convertisseur de couple, on peut voir la caractérisation du composant qui est faite à partir des courbes. Donc, on a une courbe qui nous définit le ratio couple par rapport au ratio de vitesse et une courbe qui nous définit le facteur de capacité. Je vous invite toujours à regarder les aides des composants, donc dans ce cas-ci pour ce qui est de l'interface des courbes, pour voir un peu plus en détail qu'est-ce que la courbe spécifique représente. Pour le convertisseur de couple, on a aussi l'option d'avoir un embrayage. Donc,
un paramètre qui est en fonction du ratio de vitesse ou par variable. Donc, pour activer la synchronie entre l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie. Et on peut voir ici, j'ai 3 circuits, 3 petits exemples. Un convertisseur couple, un couplement fluide, donc dans lequel la différence, c'est que le ratio couple est défini constante sur la plage de mon ratio vitesse. Et le dernier, on a activé l'embrayage. Donc, on va voir que quand on arrive à un ratio de vitesse de 0,85, mon rapport de vitesse va être unitaire parce que l'embrayage s'engage. Donc, si j'augmente la vitesse de mon moteur, on peut voir dans le circuit en haut qu'on a une multiplication couple, donc définie par notre courbe. Le couplement fluide qui nous donne un ratio de couple unitaire. Et si je continue d'augmenter ma vitesse, là, on est presque au couplage par embrayage. Donc, quand j'arrive à dépasser, voilà, dès que je dépasse mon seuil pour l'activation de l'embrayage s'active et donc mes vitesses d'entrée-sortie sont identiques. L'autre composant, c'est le train planétaire. Donc, le train planétaire est défini par 2 valeurs. Donc, le nombre de dents pour l'engrenage extérieur et le nombre de dents pour l'engrenage intérieur. Encore une fois, je vous invite toujours à regarder les Z. Donc, pour ce composant, on a la définition des relations cinématiques. Et on peut utiliser le planétaire pour typiquement coupler ou splitter, donc diviser une source de puissance. Donc, dans cet exemple-là, on a une transmission mécanique en bas et une transmission fluide sur la partie supérieure. Donc, si on regarde en simulation, donc j'ai ma branche mécanique qui entraîne ma roue. Je peux contrôler la vitesse des sorties avec ma cylindrée de la pompe. Donc, j'augmente ma cylindrée de pompe et j'augmente la vitesse à mon arbre de sortie. Je peux aussi, si je veux, récupérer de l'énergie. Donc, lui, c'est un composant motopompe, comme Denis l'a présenté au début du webinaire. Donc, je peux récupérer de l'énergie. Donc, avec un circuit bien configuré, cette partie des débits générés par ma motopompe qui je gaspille dans une valve de sûreté, je peux aller remplir un accumulateur, par exemple. Si on veut utiliser le planétaire comme un différentiel, donc c'est un scénario où j'ai une entrée et deux sorties, je peux l'utiliser comme un différentiel ordinaire, donc où mon ratio d'engrenage est unitaire, ou avec un ratio d'engrenage qui n'est pas unitaire. La différence entre les deux, c'est justement quand on applique un couple, donc ma pédale, ça appliquera un couple sur les deux roues qui ont la même couleur. Donc, le moment où j'applique mon couple, on peut voir que un peu trop. Voilà. Donc, on peut voir qu'un engrenage s'arrête, un différentiel s'arrête. Par contre, l'autre, il est capable de continuer de tourner grâce au ratio d'engrenages différents. Donc, pour l'application différentielle ordinaire, on a aussi ajouté le composant différentiel, donc pour ce qui est des applications automobiles ou mobiles en général. Donc, le différentiel, il est caractérisé par un rapport de transmission, donc entre l'arbre d'entrée et les arbres des sorties de roues. On peut activer une option pour limiter le glissement.
elle peut être activée par rapport à la différence de vitesse de mes deux arbres de roues, le couple d'entrée ou un signal. Et on a aussi la possibilité d'activer un embrayage pour obtenir un différentiel autobloquant. Donc l'embrayage peut être activé en fonction du couple d'entrée ou du signal d'entrée. Mon petit exemple, on va voir donc un différentiel ordinaire ouvert, un différentiel avec le mécanisme anti-glissement, donc défini par couple. Donc on a une courbe qui nous donne un moment résistif par rapport au couple entrant. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, allez voir dans l'aide de la courbe. Et le dernier système, ça va être un différentiel avec embrayage autobloquant qui est activé par signal. Donc ici, j'ai un petit interrupteur qui est lié par variable. Donc, si on regarde les différents comportements, j'applique un couple sur ma roue noire et on voit que le différentiel ouvert, il s'arrête. Pour ce qui est de reprendre la marche, il faut augmenter le couple aussi sur le trou, mais on voit que même en augmentant un peu le couple, on n'obtient pas de mouvement. Par contre, le différentiel avec glissement limité, il est capable de rebalancer les couples entre les deux roues. Donc, il va compenser la différence de couple et garder le mouvement sur mes deux roues. Donc, je peux augmenter mon couple sur la courbe, sur la roue orange, et je vois que j'ai des couples différents, mais mes roues sont capables de continuer à tourner. Et on peut obtenir aussi des vitesses qui vont être différentes si on arrive à des conditions qui ne sont pas rééquilibrables pour obtenir la même vitesse. Le système autobloquant, dans ce cas, c'est la même chose que le différentiel ouvert, sauf que le moment où j'active mon embrayage, j'impose la même vitesse aux deux arbres des roues. Et donc, je vais avoir une seule vitesse à la sortie et le couple qui va dépendre de la charge. Donc, ça sont les trois nouveautés au niveau composant. La quatrième nouveauté sur la chaîne de transmission mécanique est représentée par la possibilité d'insérer un arbre de transmission, donc l'arbre simple qu'on retrouve dans la bibliothèque, dans un gestionnaire de mécanismes. Donc, je vais créer un nouveau gestionnaire juste pour faire l'insertion de composants. Et on va voir qu'on retrouve deux éléments dans le gestionnaire de mécanismes pour le composant arbre, pour pouvoir tout à fait définir c'est quoi la rotation relative des deux éléments. Donc, je peux fermer lui. Ici, on a un exemple très simple. Je démarre directement la simulation. On a l'arbre qui est inséré dans le mécanisme, qui va entraîner le premier corps, qui va représenter un mécanisme bien manuel. Donc, pour mettre en rotation le premier corps, j'utilise l'arbre, lequel il est lié ici à mon vérin, qui est le vérin hydraulique. Donc, dès que j'active mon moteur, je vois la relation mécanique qui génère mon débit. Et ici, dans le graphique, on peut voir la course du vérin et le débit produit. Donc, toutes ces nouveautés mécaniques-là, ils vont vous permettre de créer donc, des systèmes multitechnologies de plus en plus intégrés. Et je pense qu'on va voir tout à fait là des exemples d'intégration. Avant, on va voir les différentes façons de lier les différentes technologies. Donc, Denis, si tu veux reprendre la présentation pour montrer les différentes façons de lier les technologies. Pendant que Denis se prépare, je rappelle à tout le monde, vous pouvez envoyer vos questions
N'hésitez pas à écrire vos questions. Ce qu'on va faire, c'est que là, il est 10h04. On va se garder donc à peu près encore une dizaine de minutes pour les points 2 et 3. Et après, on gardera quand même 15 minutes de questions pour la fin. Donc, Denis, je te laisse la parole. Rebonjour à tous. Donc là, on vient de voir un peu les nouveautés dans les différentes technologies. Maintenant, il s'agit d'intégrer ces technologies ensemble. On l'a vu partiellement, en fait, ça a été fait dans plusieurs exemples qui nous ont été montrés par Lies ou Rosé ou Luca. C'est donc juste un petit récapitulatif sur comment on intègre ces technologies ensemble. Donc, pour illustrer ceci, je vais vous rappeler que donc j'ai pris un circuit électrique ici qui a été fait avec l'atelier électrotechnique et nous avons un petit circuit hydraulique. Donc la première connexion qui peut se faire entre un circuit électro et l'hydraulique qui va être associé se fait par exemple, on parle du contrôle. Du contrôle en termes de représentation schématique, à part dans les schémas de process et contrôle, on ne représente pas vraiment la connexion entre un solénoïde électrotechnique avec un fil qui va se connecter directement. Donc, pour conserver, si vous voulez, les représentations schématiques dans chaque norme. Ici, on est IEC, à droite, on est en ISO. Donc, c'est séparé d'un point de vue documentation technique. Dans Automation Studio, pour les fins de simulation, évidemment, on va faire une association et l'association se fait par variable. Autrement dit, c'est transparent, on ne voit pas, il n'y a pas de représentation visuelle. Là, donc ici, par exemple, je vais utiliser, comment fait-on pour faire cette association? Je vais juste afficher ma bibliothèque et aller chercher un des composants électrotechniques qui pourrait servir. Donc là, j'ai des solénoïdes. En fait, je vais utiliser un solénoïde juste pour montrer le principe. Quand on prend un composant comme ça, c'est un composant qui émet un signal en sortie. Donc, c'est pas IEC, je dois être dans la mauvaise technologie. C'est peut-être du NEMA. Donc, je cherche mon composant de commande pour vous montrer le comportement lorsqu'on le drag and drop sur le schéma. Excusez-moi, je pense que c'est de l'IEC. J'ai une couche. C'est de l'IEC, mais je vérifie. OK, c'est ma couche par défaut qui n'était pas la bonne. Donc, je retourne, désolé. Quand je prends mon composant, automatiquement, j'ai un dialogue qui s'affiche et qui me propose de modifier la variable. C'est la variable de communication, c'est le signal de sortie. Donc, en général, on lui donne un nom explicite, extension par exemple, ou ext1 par exemple, et ensuite, on va aller l'associer au récepteur, celui qui va recevoir le signal provenant d'un transmetteur. Donc, il transmet, lui, il reçoit. Donc, le principe de l'assignation par variable, je pense que vous le connaissez tous, mais on va juste le résumer. C'est que ici, j'ai mon dialogue d'association de variables, je choisis mon solénoïde. Ici, donc, j'avais rentré ce composant, ext1, je filtre ici, hein, pour rappel. Bon, dans le cadre de ce circuit, je vais utiliser déjà été assigné, donc j'ai ce solénoïde ici. Il me suffit pour l'assigner de double-cliquer ou sélectionner et créer ici, mais le double-clic fait le travail. Et je fais la même chose au niveau du solénoïde 2, ou autrement dit ce coil ici. Je double-clique et mon association est faite. Je vous le rappelle, on peut toujours se renseigner comment sont connectés. Il suffit de naviguer d'un composant à l'autre et on voit partout les connexions qui sont faites. Je vous rappelle que ces hyperliens sont conservés dans notre viewer, bien sûr, et aussi dans l'export PDF. Ça, c'est la connexion pour le contrôle, vu qu'on n'a pas de représentation schématique. Maintenant, la deuxième type de connexion, c'est plus une connexion de puissance. Donc là, par exemple, ma pompe, il faut qu'elle soit entraînée par le moteur électrique si je veux vraiment faire une simulation, une co-simulation entre ces deux ateliers. Donc, vous l'avez vu, je pense, tout à l'heure dans un exemple, je crois que c'était du côté de Lies. Pour ce faire, nous avons les moteurs électriques ici qui ont des connecteurs mécaniques. On les reconnaît facilement parce qu'ils sont carrés. On a quelques possibilités d'afficher ces connexions ici. Donc, port de connexion mécanique, on les voit là. Ils sont carrés, tandis que les connexions fluides sont rondes.
Pour faire cette connexion, à ce moment-là, je dois aller dans mon atelier éléments d'entraînement et de transmission et je vais aller voir ici les éléments de transmission. Nous avons l'arbre classique qui nous permet de connecter directement un moteur dans ce schéma-là. On peut aussi interconnecter des composants de puissance pneumatique et hydraulique. Donc, on fait la connexion hydropneumatique de puissance. Et sinon, lorsqu'on veut connecter deux ateliers pour lesquels on ne peut pas le dessiner sur le même schéma, à ce moment-là, on va utiliser notre renvoi mécanique. Le renvoi mécanique, je le connecte, donc il se dépose ici, c'est un connecteur mécanique, je le connecte directement et je vais aller lui donner un nom pour pouvoir l'identifier facilement. Donc là, c'est ma connexion 1, je vais l'appeler M par exemple, et je le crée. Alors, deux choses l'une, soit je le duplique tout simplement, comme ceci, l'association est faite directement, ou je réutilise un composant de la bibliothèque et je vais rechercher l'association, le fameux M que j'ai créé. Une fois de plus, nous avons les hyperliens qui nous montrent comment sont connectés les éléments. Et du coup, partant de ce principe, il me suffit de démarrer ma simulation et nous avons une connexion, une interconnexion ou un couplage entre ces différents ateliers. Et lorsque je pars ma simulation, donc je pense que je dois activer ce bouton poussoir et vraisemblablement fermer ce disjoncteur. Et voilà, je vais me retrouver avec ce système ici et je vais avoir mes boutons poussoirs pour contrôler. Excusez-moi, je vais juste zoomer tous les composants et je vais contrôler ici alors ça doit être ici, je pense. Voilà. Et donc, c'est automatisé. On utilise vous voyez, les capteurs de proximité ont eux-mêmes leur connexion. Si je clique sur l'hyperlien, on voit qu'ils sont connectés ici. Donc ça, c'est un premier moyen de couplage à connaître, évidemment, et c'est celui qu'on recommande. En fait, c'est le seul que l'on peut faire pour ces deux ateliers. Donc, quand j'ai utilisé l'hydraulique, mais c'est vrai aussi pour la pneumatique, bien sûr. Deuxième couplage que l'on a vu, donc c'est pour les parties opératives. Donc, quand on a des actionneurs, que ce soit électrique ou que ce soit pneumatique ou hydraulique, qu'ils soient linéaires ou rotatifs, nous avons vu que dans un gestionnaire, dans le gestionnaire de mécanismes, si je l'affiche ici, nous avons déjà vu avec ce que nous a montré Luca que l'on peut tout à fait, je crée vraiment au hasard un mécanisme, je peux prendre mon composant ici et le draguer. Je vais avoir donc l'actionneur linéaire. Pour les actionneurs rotatifs, vous l'avez compris, on ne prend pas directement les moteurs ou les éléments tournants, on considère tout simplement les arbres, car un arbre est forcément lié à un élément rotatif, et donc du coup, on va utiliser nos arbres de transmission. Si je prends mon arbre de transmission, je peux toujours le prendre et l'ajouter à mon mécanisme ici, en créant, il va créer de lui-même les liaisons internes, d'où l'intérêt de pouvoir avoir les éléments tournants et les éléments glissants directement dans le gestionnaire de mécanisme. Et finalement, pour finir cette présentation au niveau du couplage, on a aussi des éléments hydropneumatiques qui existent, hein, donc qui permettent de coupler aussi. Par exemple, je ne sais pas si je les ai ici. Je dois avoir ici, par exemple, des échangeurs continus où on voit qu'il y a une entrée pneumatique, une entrée hydraulique. On a de la même manière des amplificateurs de pression hydropneumatique qui sont disponibles. Donc ça, c'est un rappel, si vous voulez, au niveau de comment coupler les différentes technologies, comment les intégrer ensemble. Donc maintenant, on va voir quelques exemples. Bon, on va essayer d'aller assez rapidement parce que en fait, le temps file. Ici, je vais vous montrer un premier circuit. Je pense que je passerai la main à Lies ensuite, qui nous montrera un circuit plus complet, ou plutôt qui intègre plus de technologies ensemble. Donc, je pense que j'avais affiché mon fichier ici. C'est cela. Laissez-moi juste. Voilà. Donc, j'ai un petit excavateur. Donc là, ce que j'ai modélisé, enfin, ce qui a été modélisé, pardon, c'est uniquement la partie contrôle. Donc, le contrôle électrotechnique qui est fait sur les différents actionneurs de l'excavateur. Et donc, lorsque je pars ma simulation, en fait, c'est directement à partir de ce circuit, ou plus exactement
à partir du panneau de contrôle, c'est encore une technologie supplémentaire. Ici, on a le panneau de commande qui est directement dans Automation Studio, mais vous savez aussi que par OPC, par API, par CAN bus, vous pouvez connecter du matériel ou d'autres logiciels, encore une fois, pour coupler avec des technologies qui seraient modélisées ailleurs dans vos systèmes. Et donc ici, je peux tout simplement contrôler à partir de ce panneau de commande. Donc ici, boom up, on va voir que ce solénoïde va s'activer, tandis que on voit que le distributeur ici va être contrôlé et on peut contrôler différemment, enfin pas différemment, pardon, mais de manière réaliste avec la partie électrique qui est elle-même connectée au panneau de commande, le circuit hydraulique qui se trouve à droite. Donc, je vais passer la main à Lies pour le circuit qui mixte pneumatique, hydraulique et électrique. Lies, Oui, je pense que tu peux prendre la main. Oui, show my screen. Dites, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, c'est bon. Oui, donc voilà, donc pour finir, un petit exemple qui intègre différentes technologies. Alors ici, on a un exemple d'actuateur hydraulique à entraînement direct. Donc on a retiré la valve hydraulique et on l'a remplacé par un moteur électrique, donc à travers le lien mécanique. Je vais vous montrer le circuit dans un instant. On a ajouté ici un circuit pneumatique qui va agir comme un système de freinage. Donc en fait, avec cette valve, on contrôle la force de freinage. Et comme l'a montré Denis, là, il y a une variable ici donc, de force peut être associée par liaison de variables. Alors, ici, là, donc on voit ici une signal de position va être affecté à ma roue ici. Donc cette force agit comme une force résistive sur cette roue. Alors j'ai une seconde force qui va être un couple entraînant qui va me servir à simuler un mode entraînant pour la batterie. Alors je vais aller sur mon circuit électrique. Alors côté électrique, j'ai donc ma batterie, un convertisseur de sang complètement contrôlé et une machine synchrone qui fonctionne en mode moteur et en mode générateur. Alors, ce renvoi mécanique m'envoie directement à ce système et ce moteur a donc pour objectif de contrôler la roue au final, donc ce système dans un sens ou dans l'autre, de pouvoir varier sa vitesse. Et au moment de l'application d'un couple entraînant, je devrais voir donc mon état de charge augmenter à nouveau. Donc, je vais juste ajouter ici comme pas la valeur efficace, mais le courant de la batterie pour avoir une idée de qu'est-ce qui se passe côté électrique. Alors, je vais lancer la simulation. Voilà, donc pour l'instant il ne se passe rien. Donc j'utilise des pédales ici pour contrôler les tensions et fréquences en mode onduleur. Je vais augmenter du coup ma tension au niveau du moteur. Donc je vois que le moteur se met à tourner à pleine vitesse, je suis à 600 tours minute. Donc j'envoie cette vitesse au système. Donc le moteur tourne. Je vois donc j'ai un courant qui vient de s'établir au niveau qui est émis par la batterie. Et je peux voir aussi que j'ai ma état de charge de la batterie est en train de diminuer lentement. Alors je vais appliquer ici un couple résistif, donc un freinage dans le fond, et je vais observer qu'en augmentant, là c'est petit là, mais on peut voir que effectivement le courant augmente, et en conséquence de ça, j'ai une chute plus importante de l'état de charge de batterie. Donc, on voit bien ici le mécanisme du calcul de la batterie par rapport au courant débité et à l'état de charge qui diminue en fonction de la charge appliquée. Alors, je vais réduire la charge résistive. Alors, bien sûr, je peux tourner dans l'autre sens. On vient de voir ici donc électriquement, je peux contrôler le sens du fluide dans ce circuit en changeant le sens de rotation du moteur. Et alors en mode de régénération, donc supposons que j'appuie sur un frein, donc je vais freiner mon système. Alors là, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Donc je vais appliquer un couple entraînant sur ce système. Et là, je vois, alors au niveau, alors c'est vraiment côté électrique qu'on peut voir l'effet sur le système. Donc j'ai un courant négatif maintenant qui s'établit. Donc c'est le courant qui va aller vers la batterie, du générateur vers la batterie.
Et je peux voir aussi que ma batterie est en train d'être chargée. Alors en pratique, ce type de comportement électronique, d'électronique de puissance, on va avoir un endoubbleur adresseur et on va aussi avoir un convertisseur DC-DC bidirectionnel qui nous permet de contrôler la vitesse de rechargement de la batterie et du courant qu'a la batterie. Donc si j'augmente la tension du redresseur, je peux voir donc déjà mon courant devient plus important négativement et ma recharge devient plus importante. Donc si je regarde une vue d'ensemble, voilà ce qui se passe. Donc voilà, donc ça c'est un exemple d'intégration. Alors pour résumer, on peut travailler sur chaque technologie séparément, préparer son circuit électrique, son circuit hydraulique et son circuit pneumatique. Alors comme Denis l'expliquait, par lien de variable, je peux appliquer certaines forces à mon circuit pneumatique. Il y a d'autres composants qui sont hydrauliques et pneumatiques à la fois qui permettent cette communication-là. Une fois que je finis ma partie électrique et que je veux la tester sur ma partie hydraulique, alors forcément on parle de moteur. La mécanique ici, donc de la librairie mécanique, va agir comme une interface entre le domaine électrique et le domaine fluide. Donc forcément là c'est juste un arbre, mais on aurait pu penser à ajouter des systèmes mécaniques de la librairie mécanique pour, par exemple, un engrenage ou autre pour par exemple réduire la vitesse ou augmenter le couple, etc. Donc on peut imaginer ici entre les deux un circuit mécanique et ce lien se fait par lien mécanique dans le fond, donc par le renvoi mécanique. Aussi, comme Denis le montrait, il y a des actuateurs, des capteurs qui peuvent communiquer entre le domaine électrique et le domaine fluide. Et c'est donc simplement par ce lien de variable qu'on permet de manière simple et directe de rassembler toutes ces technologies-là. Donc, bien entendu, on peut travailler sur la technologie individuellement, mais quand vient le temps de tester le tout, ça se fait de manière assez directe sur la plateforme Automation Studio. Donc, je sais pas si je pense que j'ai pas le temps de montrer autre chose, donc je Oui, vais merci. m'arrêter là. Merci Ilyes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter des quelques dernières minutes qui nous restent. Je vais avoir une question pour chacun d'entre vous. Ilyes, tant qu'on est, Oui. on est avec toi, tout à l'heure tu nous as montré donc un schéma. Donc en effet, on voyait l'influence de la partie hydraulique sur la partie électrique. Ma question, Oui. c'était sur le moteur électrique. Dans ton schéma, tu avais un disjoncteur. Est-ce que ça va te permettre d'avoir une influence sur ton disjoncteur et donc peut-être voir ton disjoncteur s'ouvrir si finalement ta charge côté hydraulique est trop importante? Oui, bien sûr. En fait, là, j'ai fermé l'exemple, mais je vais ouvrir rapidement un disjoncteur. Donc, je vais le prendre ici. Alors, comment fonctionnent les disjoncteurs? Bon, ça, c'est pas une nouveauté, fait qu'on n'en a pas parlé, mais oui, effectivement. Alors, comment ça marche? Donc, j'ouvre mon disjoncteur ici. Alors, j'ai un configurateur, et dans le configurateur, j'ai une courbe d'enclenchement. Alors, comme vous l'avez vu là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au démarrage, j'ai un pic de courant qui correspond au courant d'appel du moteur. Donc au démarrage, le courant est très fort, la machine démarre d'un point à vitesse nulle. Donc là, c'est typique des machines asynchrones. Donc il faut faire attention. Donc ici, la courbe, comment l'interpréter? J'ai un courant nominal du système, et ici j'ai un ratio courant versus courant nominal de mon disjoncteur. Alors ici, par exemple, si mon courant de démarrage est 10 fois le courant nominal, alors il doit réagir. Ici, j'ai 0,005 secondes pour que le courant diminue. C'est-à-dire que alors c'est ce qu'on appelle des time current curves, donc des courbes temps courant. Je ne suis pas sûr de la traduction française, mais c'est connu dans les datasheets des protections. Donc ça, ça va être la partie magnétique, mais sur la partie thermique, et ça marche aussi pour les fusibles, donc c'est ça qui est simulé. Alors exemple ici, si je maintiens un courant, donc disons que ma charge est trop élevée, et que le courant d'appel du moteur est, par exemple, dans ce cas-ci, alors je vais prendre un point, alors 6 fois le courant nominal de mon disjoncteur, j'ai exactement pardon, c'est 3,8 fois mon courant nominal, j'ai exactement 6,8 secondes avant que la réaction thermique ne se fasse sentir.
Donc oui, alors comment ça marche côté moteur électrique? Alors je vais prendre mon moteur ici, donc la machine asynchrone qui a été utilisée tantôt. Alors j'utilise un circuit équivalent, donc c'est ce modèle, est un nouveau modèle donc de la machine. Il est plus précis, il permet d'évaluer les différentes pertes et dépendamment de la fréquence et donc du glissement calculé. Donc ça, le glissement est calculé à partir des données mécaniques. Donc la charge, forcément, si la charge est plus importante, le glissement est plus important, cette résistance devient moins élevée et du coup, le courant absorbé par ce circuit devient plus important. Et c'est un modèle qui est connu dans le milieu électrotechnique et qui est assez précis pour l'analyse des pertes et fonctionne bien pour justement l'interprétation du glissement en fonction donc de la charge. Ok. Donc voilà, donc j'ai un courant plus élevé. Comme vous l'avez vu, si mon disjoncteur voit ce courant élevé par rapport aux paramètres que j'ai entrés ici pendant un temps qui est trop élevé, oui, le disjoncteur va sauter et vous pourrez analyser aussi l'effet des protections par rapport aux charges appliquées sur vos moteurs. Parfait, merci pour cette réponse, Lies. J'avais une question pour Denis. C'est vrai que là, on a vu un peu une présentation, comment intégrer différentes technologies. Mais est-ce qu'on est capable, si on a par exemple une équipe avec quelqu'un qui fait un schéma hydraulique, quelqu'un qui fait un schéma électrique, quelqu'un qui fait un schéma pneumatique, est-ce qu'on peut avoir toutes ces personnes-là qui travaillent ensemble sur le même projet, sur le même document? Oui, tout à fait. Effectivement, nous avons la fonction multi-utilisateur. Autrement dit, quand vous voulez travailler en équipe sur un même projet, c'est tout à fait faisable. Il y a, je vais y aller simplement, mais en gros, vous savez que quand on se connecte, normalement, notre clé est soit en réseau, soit locale. Mais si on travaille en mode multi-utilisateur, donc là, je vais ouvrir ce profil. Donc là, c'est à droite, nous avons la configuration de la clé qui est indépendante. Hein. Ça, c'est indépendant de comment vous travaillez. C'est pour vous connecter, avoir votre licence. Par contre, à gauche, c'est le serveur de projet. Si vous décidez de travailler multi-utilisateur, à ce moment-là, vous allez utiliser un serveur distant. C'est transparent pour vous, c'est juste une configuration. Et vous devez vous créer des profils d'accès parce que ces profils d'accès peuvent contenir, si vous voulez mettre des restrictions, par exemple, les électriciens n'ont pas le droit de modifier l'hydraulique, vous mettez des profils dédiés avec des droits d'accès et effectivement, vous pouvez travailler en mode multi-utilisateur. Et d'un point de vue interface, maintenant, quand vous êtes dans votre projet multi-utilisateur, à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur cette flèche qui vous montre l'état de chaque document du projet. Donc là, j'ai 2 projets ouverts, chacun a plusieurs documents, répertoires et autres. Et là, je travaille en mode mono-utilisateur. Donc c'est toujours moi, je n'ai pas de profil particulier, je suis anonyme et j'ai tous les accès. Par contre, si vous avez des droits d'accès, vous aurez différents profils, vous verrez les différentes personnes qui travaillent avec l'état de chaque document. Est-ce que quelqu'un l'a réservé en écriture? Il faut juste savoir que chaque document, lorsqu'il est ouvert par un utilisateur et qu'il commence à l'éditer, à ce moment-là, il réserve, le serveur de projet réserve ce document à cette personne. Et les utilisateurs concurrents, eux, vont pouvoir toujours savoir si leur dernière version est à jour, oui ou non. Ils peuvent éventuellement la recharger si la personne qui l'édite actuellement a fait une sauvegarde. Donc c'est tout à fait possible, oui, en effet. Ok, merci pour cette réponse très claire. Je vais avoir une question pour José. José, tu nous as montré on a vu un exemple de pneumatique avec ce que nous avait donné Lies. Il y avait en fait un composant qui était le vase de frein. Ma question, c'est de savoir ce composant-là. Est-ce qu'on peut voir sa déformation ou pas? Oui, tout à fait. Ben, je ne sais pas, laisse-moi prendre mon écran rapidement pour illustrer ça. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, pour les actionneurs pneumatiques qui sont, disons, à surface variable, notamment les vases de frein et les coussins gonflables, ben, souvent on a une partie métallique qui est en contact soit avec la charge, soit avec la partie fixe de mon véhicule. Et soit on a un matériel élastique qui permet de changer la surface, donc soit du caoutchouc, etc. Donc, la déformation de ces composants ou le comportement de ces composants est vraiment non linéaire, dans le sens que lorsque les composants sont sous pression ou
en contact avec la charge, la surface efficace pour d'application de la pression, elle change constamment selon l'élongation de l'élément. Donc, cela veut dire qu'à fur et à mesure que l'événement change la position, mais la surface efficace qui peut absorber la charge, elle change aussi. Donc, c'est pour ça que ce genre des composants, on appelle ça des surfaces avec courbes définies par courbes. Et c'est pour ça qu'il y a ce genre de courbes-là pour pouvoir spécifier comment les volumes du composant changent en fonction de la position et ça va, bien sûr, ça va définir la surface disponible. Et c'est pour ça aussi que ce type de composants ont cette courbe. On appelle ça des courbes statiques, ça vient de la littérature fabricante. Mais ça, c'est la charge que le composant peut absorber dépendamment de la pression. Donc, à une faible pression, les composants peuvent absorber moins de charge. Et la charge, elle non plus, est constante, comparativement à un vérin à piston rigide qu'on connaît traditionnellement. Donc, pour un piston rigide, cette ligne-là, ça c'est une ligne horizontale. Donc, tandis que pour le vérin, vu qu'on a du caoutchouc qui se déforme, mais on a ce comportement. Ok, parfait. Merci José pour cette réponse. On va terminer avec Lucas. Dernière question, on dépasse juste peut-être de 2-3 minutes pour avoir la dernière question. Je voulais savoir donc, est-ce qu'on peut insérer à la place d'un arbre de transmission directement peut-être un moteur électrique ou hydraulique? Non. On a choisi d'utiliser l'arbre de transmission justement pour avoir toujours le même composant, n'importe laquelle technologie qu'on est en train d'utiliser. Donc, qu'il soit un moteur hydraulique ou un moteur électrique, c'est toujours l'arbre de transmission qui va être intégré dans le gestionnaire de mécanisme. Donc, c'est le seul composant rotatif qui permet donc d'utiliser tous les composants qui ont un port mécanique carré, un port de connexion carré dans le gestionnaire de mécanisme. Ok, parfait. Merci aussi pour cette réponse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte d'afficher aussi mon écran. Hop, alors, ok. Donc, merci à tous pour votre temps aujourd'hui. On va juste switcher ça. Donc aujourd'hui, on a vu bien sûr comment concevoir donc les machines multitechnologiques, donc à la fois les différentes parties, comment les intégrer ensemble, ainsi des exemples concrets. Si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations sur chacune des technologies séparément ou sur l'intégration, n'hésitez pas à revenir vers nous. Comme d'habitude, la vidéo a été enregistrée. Nous allons fournir le lien dans les 2 prochains jours. Et la semaine prochaine, on verra comme thème comment automatiser vos systèmes maintenant pneumatiques et hydrauliques industriels. Comment se connecter finalement avec des équipements aussi, des équipements réels, des automates réels. Donc j'espère vous voir à cette prochaine rencontre. Merci à tous pour votre temps. Merci Denis, merci José, merci Lucas et merci Lies. Et je vous souhaite à tous une bonne journée pour ceux en Amérique du Nord et une bonne soirée pour ceux en Europe. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.